Deux voix s'élèvent de plus en plus pour soutenir la démarche de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo, l'ECC. Pendant ces temps, Washington annonce la signature dans les prochains jours d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Que va-t-il se passer dans les prochains jours? On en parle sur ce plateau avec notre invité qui est déjà sur place, à qui nous disons bonjour. Bonjour, M. François. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti Les Frères Chrétiens et on vous appelle Isidore Titengue Mukol Akasang. Exact. Bienvenue à la FM Télévision. Merci, c'est à moi de vous remercier pour cette invitation spéciale que vous m'accordez ces jours, justement pour décrypter, voir ce qui se passe au sein de notre nation. Merci. Alors, monsieur le secrétaire général, on va parler avec vous d'abord sur votre déclaration politique, parce que je rappelle que vous avez eu à faire une déclaration politique où vous avez parlé des points, mais avant tout, vous êtes le secrétaire général du parti Le Frère Chrétien. Pourquoi avoir donné au parti le nom du Frère Chrétien alors que nous sommes dans un pays laïque? Bon, merci pour cette préoccupation. Je crois qu'elle est fondée parce que déjà, dire frère chrétien dans un pays laïque, ça peut sortir anodin. Mais je dois vous rappeler que nous avons, si nous suivons notre ligne idéologique, notamment la doctrine du parti, je vais prendre deux éléments pour élucider votre préoccupation. Premièrement, nous sommes un parti qui émarge sur la doctrine des courants politiques libéral et social. Et donc, en cela, nous sommes en train d'œuvrer sous une philosophie qui unifie les partis, qui unifie les groupes, qui rassemble. Et donc, c'est pourquoi, déjà dans notre philosophie, on prend le concept idéologique du parti qui désigne justement l'origine fondée sur l'assemblage des deux doctrines. C'est comme ça on parle de libéralisme social ou du social libéraliste. Et ce qui est évident ici, c'est les valeurs que nous incarnons. Ces valeurs sont justement des valeurs fondées sur l'intégrité de la personne, liées à l'égalité des droits des individus, à l'amour du prochain, au pardon mutuel. Et il y a bien des valeurs que nous développons au sein de notre parti qui sont inscrits même dans nos règlements intérieurs, dans notre statut, raison pour laquelle, même dans un pays laïque, on peut avoir des courants philosophiques, des courants idéologiques qui se basent sur des valeurs fondées pour permettre la gestion publique liée aux valeurs intrinsèques du peuple afin de mieux coordonner l'action publique. Monsieur le secrétaire, vous ne pensez pas que le nom chrétien peut déjà être comme un obstacle pour un musulman ou les gens, disons, les églises des Noirs, d'adhérer à votre parti politique? Cette question m'a été posée plusieurs fois. Ce n'est pas la première fois. Voyez-vous que nous sommes tous humains, créés à l'image de Dieu. Toutes les religions, partout où nous sommes, nous prenons prier Dieu, qui est le seul créateur. Donc, où que nous soyons, musulmans, catholiques, église des réveils, kimbanguistes, église des Noirs, nous appartenons à une seule nation. Et donc, nous ne pouvons pas tous avoir l'idéologie politique liée seulement à une forme de connotation partisane. Nous devons aussi avoir des partis qui sont liés à des valeurs. Et donc, quand on parle des frères chrétiens, c'est justement ces valeurs que nous sommes en train de voir. Voilà. Alors, mais justement, vous êtes l'une de rares voix qui s'est élevée au sein de l'Union Sacrée. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée, le frère chrétien, le parti que dirige le docteur Jean Bosco Nenel Mupongo. Exactement. Je ne sais pas si j'ai massacré son nom. Non, vous l'avez bien dit. Le docteur Nenel Mupongo. Alors, je disais, vous êtes l'une des rares voix qui s'est élevée au sein de votre regroupement politique, j'allais dire plateforme politique Union Sacrée, pour demander au président de rapprocher, en quelque sorte, de soutenir, vous précisément le Parti chrétien, la démarche des églises. Je parle ici de la SENCO et de l'ECC. Qu'est-ce qui explique une telle initiative? Bon, permettez-moi, M. François, de rectifier ce que vous avez dit. Ouais, nous ne sommes pas l'une des voix rares au sein de l'Union Sacrée.
au sein de l'Union sacrée, plusieurs voix ne se prononcent pas ouvertement. C'est vrai que l'Union sacrée, c'est une grande plateforme. Mais nous, déjà à partir de notre connotation politique, de notre idéologie, courant de pensée philosophique et politique, nous aimons dire tout si haut. Ce que les autres ne veulent pas dire. Au sein de l'Union sacrée, il y a des partis politiques, des regroupements, des plateformes qui soutiennent justement cette initiative de pacte de paix. Et donc, nous aussi, comme étant les frères chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes liés à la connotation de la dénomination de notre parti que nous devons soutenir ces tandems et ces non. C'est parce que notre philosophie politique nous indique ce que nous devons faire. Voilà pourquoi, pas seulement unique ou rare voix, mais il y a des partis qui prônent. Et donc, qu'est-ce qui fait à ce qu'au sein de l'Union sacrée, nous puissions en parler? Parce que je dois revenir à ce que vous avez dit. D'abord, je l'ai dit ici, notre ligne de pensée philosophique nous indique que nous devons incarner des valeurs. Nous devons promouvoir des valeurs. Et des valeurs, je viens d'en citer quelques-uns. Ces valeurs qui sont généralement les bien vivre ensemble, nous devons faire en sorte que ça soit notre module operandi pour la gestion. Et nous ne devons pas seulement jeter les uns à la pâture et les autres départ. Et donc, ça nous permet justement qu'au sein de l'Union sacrée, nous levons la voix pour soutenir, parce que vous avez dit ici, lors de la déclaration, que nous avons soutenu, soi-disant, les pactes de paix. Non, ce n'est pas que nous soutenons. Nous sommes en train d'exhorter les chefs de l'État. Nous sommes en train de demander au juge suprême, au numéro 1 de la nation, de pouvoir unifier toutes les voix, de pouvoir rassembler qui que ce soit, qui peut porter une idée pour consolider la paix et que cette paix soit durable. Mais je rappelle que le président avait déjà chargé M. Béran de Kolingele pour faire ce travail-là, de rassembler tout le monde autour d'une idéologie, enfin de pouvoir faire sortir le gouvernement d'union nationale. Exact, je suis d'accord avec vous. Mais écoutons, c'est vrai que le conseil spécial des chefs de l'État en matière de sécurité a fait ce travail avec beaucoup d'éloges, que nous félicitons d'ailleurs. Nous avons pris part, nous aussi, à ces consultations. Mais qu'en est-il de la suite? Y a-t-il eu consensus entre les filles et fils du pays? C'est la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné du parcours, nous devons évaluer ce que nous faisons. Parce qu'il faut présenter un rapport, un résultat de tout ce qui a été rassemblé autour de ces consultations. Et pour ça, vous demandez au président de la République de ne pas prêter oreille aux extrémistes. Et ce n'est pas une forme d'accusation. Il y a des extrémistes, nous le savons. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les gens qui pensent que ceux qui ont rejoint la rébellion M23, ils sont cadets, que c'est Nanga, c'est Kabila. Non, c'est faux. Ils sont des centaines que vous ne connaissez pas. Ils sont nombreux, basés à Washington, basés en Europe, dans l'espace Schengen. Non, mais c'est Kinshasa aussi. Ils sont à Kinshasa, ils sont partout. Mais c'est eux qui préparent tout ce qu'ils veulent comme tractation pour déstabiliser les efforts que font les gouvernements. Ils sont partout. Ils sont là. Ils sont ici de l'ancien régime. Mais est-ce qu'ils devraient-ils combattre le nouveau régime? Combattre l'élan, les acquis déjà de 18 ans passés? On ne peut pas combattre ces acquis. On doit plutôt faire avancer les choses. Et donc, c'est ça l'idéal. Donc, comme je le disais, les conseillers a mené au bien ces consultations. Mais qu'en est-il de la suite? Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent chaque jour. Les extrémistes dont vous pensez qu'ils travaillent dans les coulisses pour que le chef de l'État n'aboutisse pas ce qu'il est en train de rechercher? Ils sont beaucoup qui combattent les chefs de l'État. Je ne vais pas emprunter les mots. Vous avez parlé dans votre discours de M. Jean-Pierre Bemba. Et nous ne qualifions pas son Excellence M. Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre des Transports, comme extrémiste. Non, ce n'est pas dans ce sens que vous voulez. Mais Jean-Pierre Bemba a clairement manifesté son opposition à la démarche de la CENCO dont vous soutenez. D'ailleurs, le plus loin, ils ont accusé même de vouloir préparer l'assassinat du chef de l'État. D'ailleurs, comme vous le dites, j'allais vous dire qu'il faut revenir sur la déclaration. Lisez la déclaration jusqu'au bout. Vous verrez qu'il y a un moment donné, nous avons, nous, le frère chrétien, nous nous sommes portés garant pour aplanir les ombres, pour aplanir les divergences qu'il y a entre son Excellence Jean-Pierre Bemba ainsi que les pères spirituels. Pourquoi? Parce que l'idéologie politique nous enseigne
l'Afrique a été toujours gérée comme dans l'arbre à palabre pour rassembler les gens. On ne peut pas les diviser, peu importe les voix qui s'élèvent, la pression. C'est pourquoi je voudrais dire ici que lorsque vous parlez de cette question de M. Jean-Pierre Bemba, il est ministre. Il est au sein du gouvernement. Bon, voilà. C'est un vice-premier ministre qui incarne une partie de la géopolitique de la nation. Monsieur le secrétaire, mais quand le ministre dit que quelques prêtres, n'a pas cité tous les prêtres, il dit quelques prêtres au sein de la CENCO préparent l'assassinat du chef de l'État. Est-ce que vous ne voyez pas que cette approche-là divise la classe politique? Je voudrais vous dire que Excellence Jean-Pierre Bemba, il est le seul détenteur des informations qu'il met à la place publique. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il incarne les secrets d'État. Et donc, si je dois prendre 3 éléments pour élucider votre préoccupation, donc il y a des vérités d'État ou des secrets d'État qui ne peuvent pas être mis à la place publique. Mais oui, déjà, il a mis à la place publique. Mais c'est ce que j'ai dit. Pourquoi nous en parlons? Exactement. Il y a ce qu'on appelle la dignité des institutions. Parlons-en. La CENCO, c'est une institution qui auprès de qui on devait de la dignité. Ce sont des prêtres. Mais ce n'est pas une institution de l'État. Hein. Attendez. Ce n'est pas la première déclaration contre la CENCO. Il y a eu d'autres déclarations de l'excellent Jean-Pierre Bemba contre la CENCO, liées à des sommes colossaux que les gouvernements mettent. Et vous pensez que Jean-Pierre Bemba a des règlements de compte ou a un problème individuel avec la CENCO? Mais c'est le troisième point que je voudrais aborder. J'ai dit il y a 3 éléments. Il y a les secrets d'État, il y a la dignité des institutions, mais à la fin, il y a ce qu'on appelle des divergences personnelles qu'il a envers soit les institutions, soit des personnalités publiques. Que lorsqu'il parle, il peut aller dans ce sens et ramasser tout le monde. Et donc, lorsqu'il attire l'attention de tout un peuple autour de ce qu'il dit, mais attention, on parle des droits. On parle aujourd'hui des droits. Et donc, si une institution est lésée ou un individu est lésé, il va saisir les cours des tribunaux. C'est comme ça que vous voyez dans la déclaration des pères spirituels, ils ont refusé le fait d'aller à la justice. Je ne sais pas où en est la démarche. Et même Bemba aussi n'a visiblement pas dit qu'il a des soucis d'aller à la justice. Attendez. Avant de dire cela, sachez que vous avez évoqué un aspect majeur. On ne peut pas en vouloir assassiner les chefs de l'État. Si ces propos ont été mis à la place publique par un membre du gouvernement, je vous assure que... Tiens de preuves. C'est ce que j'ai dit. Je vous assure que nous sommes dans un état de droit. Et donc, s'il faut mettre des preuves à la place de ceux qui doivent gérer cette situation, pourquoi ne pas le faire? Monsieur le secrétaire, est-ce que c'est le moment où l'on doit diviser nos opinions ou c'est le moment où on doit tous se mettre autour du président de la République pour chercher une solution à la crise qui se passe actuellement dans le pays? Nous l'avons dit dans notre déclaration. Que nous sommes en train de faire une déclaration qui soit patriotique et générale. Et nous demandons au chef de l'État de ne pas prêter oreille aux extrémistes. Et que nous encourageons déjà ces efforts que le chef de l'État a menés. C'est avec brio que nous devons dire ça. Parce que je sais que vous allez chuter sur la question de Washington. Même si je ne l'ai pas évoqué, mais je vous dis que c'est justement tellement épatant cette histoire. Oui. C'est épatant ce que le chef de l'État a fait. Les voix ne s'élèvent pas au sein de l'OSAC pour en parler. C'est quelques-uns des partis politiques qui en parlent. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Ils doivent aussi parler de ce que le chef de l'État fait, de ce que le gouvernement fait. Aujourd'hui, nous avons vu avec le ministre de la Communication, il est en train d'évaluer les actions du gouvernement souminois. Avec les tensions parfois qui s'élèvent entre certains membres du gouvernement. Monsieur le secrétaire, je ne sais pas si quelqu'un m'a dit avant cette émission, pour lui, il pense, je ne vais pas citer son nom ici, il pense que M. Mbemba ne veut pas de ces rapprochements entre le président de la République et le leader de l'opposition, Martin Fayulu. La question que me vient à l'esprit pour vous poser, comment vous avez accueilli cet rapprochement au niveau de votre parti politique, les Frères chrétiens? Mais nous étions satisfaits, M. François, laissez-moi vous dire. Il n'y a pas de moment de plus égayé ou agréant que lorsqu'on voit les défis du pays qui veulent unir les efforts pour trouver la solution au problème de la nation. Nous l'avons accueilli. C'est cette ouverture que nous sommes en train de dire au chef de l'État de rester ouvert. Les frères chrétiens en sont tellement fiers parce que le travail abattu jusqu'aujourd'hui, avec les résultats assortis de Washington, prouve à 100% qu'aujourd'hui il fallait un prix Nobel
Si pas pour le chef de l'État, au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, je voudrais souligner un élément parce que je ne sais pas si vous allez y revenir. Vous savez qu'avec l'accord de Washington, dans les couloirs de Washington, tout le monde était étonné de voir Kabila à Goma. Tout le monde à Washington était étonné. Si, je vous dis. Mais vous savez qu'il y a eu un émissaire de Kabila à Washington dans les jours passés. Vous savez ce qui s'est passé à Washington? Il a été renvoyé. C'est comme ça que vous voyez Mme Bintou Keïta à Goma, président d'une réunion qui a pris 7 heures du temps avec des interruptions. Une réunion de 7 heures, mais pour un petit message. Et quels étaient ces messages? Je dois les lire parce que... Ça a foutu sur les réseaux sociaux. Allez-y rapidement, monsieur le secrétaire. Vous devez libérer les espaces occupés. Une réunion qui a pris 7 heures de temps, c'était pour un petit message. Libérer les espaces occupés que vous avez occupés. Vous devez regagner les positions que vous occupez depuis 2021. Ce message n'a pas fuité aux réseaux sociaux. Il faut être informé. Parce que lorsque Mme Bintou Keïta était à Goma, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On ne peut pas tout révéler ici à la place publique. Mais il y avait un message de la haute hiérarchie qui disait vous devez libérer. Si vous ne libérez pas, la solution elle est déjà là. Oui, monsieur le secrétaire général, je disais, vous n'avez pas répondu à cette question. Je disais, est-ce que chez vous aussi, parce que vous parlez de Thérèse Kouekamba, vous avez vu les efforts que les femmes peuvent aussi apporter. Le président de la République est champion de la masculinité positive. Est-ce que vous aussi, dans votre parti, vous encouragez les femmes? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont de la place, qui ont une place vraiment active, j'allais dire, au sein du parti des Frères chrétiens? Tout à fait. Donc, je l'ai dit quand vous m'avez interrompu, je l'ai dit sur 16 secrétaires nationaux. Nous avons à peu près 6 secrétaires nationaux qui sont des dames. Et donc, elles prouvent de quoi elles sont capables, elles travaillent. Nous nous soutenons parce que c'est inscrit dans notre constitution. Les quotas de répartition dans la gestion devraient respecter. Chaque fois que nous partons même au sein de notre on nous dit ces quotas. Et donc, tout est suivi à la loupe. Donc, nous ne pouvons pas ignorer cet aspect des choses. Donc, au-delà de tout, nous aussi, au sein du parti, nous prenons soin de respecter ces quotas des femmes. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général du parti politique Le Frère Chrétien. Alors, parlons justice à présent. Ce qui se passe actuellement avec le ministre Constant Moutamba. Comment vous avez accueilli ça au niveau de votre parti politique? Eh bien, comme tous les autres partis ont accueilli cette nouvelle, nous aussi au sein des Frères Chrétiens, nous avons accueilli les nouvelles telles quelles. Et donc, depuis que ces tractations ont commencé avec les ministres d'État, ministres de la Justice, nous étions inquiets. Moi, personnellement, en tant que secrétaire général, j'étais trop inquiet parce qu'au départ, nous avons vu que le chef de l'État respectait les quotas des jeunes au sein du gouvernement et voir un ministre qui a été à la hauteur des réformes qu'il menait et c'est important ce que vous dites. A été tiré vers les bas, vers un procès où à va-vite, on a donné l'instruction à l'Assemblée nationale, à va-vite, on a levé les immunités. Et la question c'était quel est le problème? Parce qu'il est jeune, donc on devait être inquiet. Les quotas des jeunes au sein du gouvernement n'est pas assez. Ces quotas-là devaient être préservés. Mais lorsqu'on voit le ministre avec tout, je vous rassure qu'il faut lire les rapports de la commission de l'Assemblée nationale. Si vous parcourez les rapports, vous verrez nulle part on parle du ministre avoir pris de l'argent dans la caisse. La caisse, c'est la caisse de Frivao. La caisse Frivao, c'était une caisse des indemnisations de la guerre que vous connaissez, qui s'engage. C'est basé sur les sols congolais. Et donc, à l'IGF, vous trouverez la répartition des quotas de fonds que l'Ouganda devait verser à la RDC. Il y a une répartition clé où il y a un quota qui devait revenir aux victimes. Un quota qui devait revenir à la gestion, Frivao comme institution, créée par décret. Et une quantité qui devait revenir à la régie des Gérard et une autre quantité pour les ministères. C'est les quantités du ministère de la Justice. La partie réservée au ministre et à son cabinet,
c'est cette part-là qui a été dédiée pour construire la prison. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Nulle part. J'ai suivi les débats, personne n'en a parlé. Mais pourquoi on n'en parle pas? On est à va-vite sur ce qu'on ne comprend pas. Mais parlons de la provenance de ces fonds. Pourquoi on ne pose pas de base sur la liaison entre l'argent qui quittait la caisse des Frivao pour aller construire la prison? Mais à quoi est-ce que cet argent était destiné? C'est destiné au ministère. Mais pourquoi le ministre n'a pas pris sa part? Il a fait ce qu'il pouvait faire avec. Vous pensez que c'est un acharnement contre le ministre notamment? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous avons suivi l'origine de ces problèmes. C'est un problème créé sur toute la ligne. Je vais évoquer deux situations pour parler de ces situations. La première situation, je vais parler de conflits internes. Les conflits internes, comme Excellence Jean-Pierre Bemba en a, les ministres aussi en a. Les ministres, c'est un nombre de couloirs de la justice. Les procureurs, c'est un chevronné du droit. Le procureur général près de la Cour de cassation. C'est un chevronné de droit. Et donc, dans ce couloir, avant même que le ministre soit ministre, il se connaissait. Mais quelle est l'origine du problème qui est né lorsqu'un certain dossier sur le procureur a été levé, prétendant que le procureur a détourné à payer des villas à l'étranger? Et après, il y a eu un revirement de la situation et le ministre est pris à fond. Le ministre, lorsqu'il dépose sa lettre de démission, je voudrais citer par là, parce qu'on n'a pas assez de temps, lorsqu'il dépose sa lettre de démission auprès du chef de l'État, le ministre dit au chef de l'État que je n'ai touché aucun rond. Et donc, ma lutte et mon combat sur les idéaux que je prône ne tarira jamais. Et donc, je continuerai les combats, que je sois en prison ou libre, ou ne pas être un ministre. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il fallait bien voir les choses. Quelqu'un qui est victime ou qui s'est mis à la place des victimes, partout où il crie, personne ne l'écoute. Comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est un complot? J'ai parlé des conflits internes, mais il y a une deuxième situation qui est liée aux relations du ministre. Les ministres avaient des relations avec les enfants des procureurs. Et si ces relations... On a suivi un audio qui a fuité sur les réseaux sociaux. Heureusement, vous avez suivi. Donc, le ministre avait des relations avec les enfants des procureurs. Et si ces relations ont dégénéré, comment on ne peut pas croire qu'il y a eu quelque chose qui a été monté sur tous les posols et mettre à la place publique les allégations? Le ministre est couvert de la dignité en tant qu'homme d'État. Mais comment on devait mettre ces audios à la place publique pour déshonorer une personne humaine jusqu'à ce niveau, alors qu'il a des droits comme tout homme? Pourquoi on devait en arriver là? Même s'il a lésé toute la société, on devait mettre même ce quand il plaire, on met ça à la place publique. Et c'est normal. C'est pourquoi nous avons dit que seul le chef de l'État, je cite par là, qui a la primauté, il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Et donc, lorsqu'il y a conflit dans la gestion des institutions, notamment entre l'institution gouvernement, l'institution judiciaire, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, c'est au chef de l'État de régler ces contentieux. C'est indifférent. Si aujourd'hui le chef de l'État va décider que le ministre ne devrait pas déposer sa démission, mais qui porte la vision de la nation? Ce n'est pas le chef de l'État. Qui veut voir ce qu'il devait faire dans le domaine de la justice? Ce n'est pas lui. Et donc s'il voit qu'un ministre Moutamba, il y avait des acquis, des sous-bassements qui pouvaient apporter ces réformes, pourquoi pas il devait prendre les choses à la main? Donc nous sommes clairs, nous restons ouverts sur cette question. Si c'est le chef d'État qui devait prendre la dernière décision, laissons le chef de l'État, parce qu'il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général Isidore Titengue Moukol Akassang.
Vous aimez bien comme ça, comme ça, comme ça. Vous voulez dire le taquiner à Kassan. C'est ça. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de recevoir le secrétaire général du Frère Chrétien sur ce plateau de grande analyse, une émission que vous avez suivie chez vous. Je vous rappelle que c'est pour la première fois que le secrétaire général est sur notre plateau. Monsieur le secrétaire, je ne crois pas que ça sera pour la dernière fois. Non, mais notre agenda, s'il est chargé, qu'est-ce qu'on fait? On va créer les temps même les soirs. Nous avons besoin de vous sur ce plateau pour parler des questions d'actualité. Ça a été un grand plaisir, un réel plaisir, j'allais dire, de parler de la situation politique en général avec notre camarade, le secrétaire général du Frère Chrétien. Mesdames et messieurs, vous qui avez suivi cette émission, c'est par ici que nous mettons un point final. Nous vous retrouvons à la prochaine occasion. Merci.